Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des aspects du féminisme, en rapport avec l'école de la République française, et l'objectif idéologique caché derrière cette institution. Avant de commencer, notez qu'en utilisant le mot de féminisme, nous parlerons plutôt de l'aspect excessif de cette notion, en dénonçant un système global, qui promeut une négation totale de la pensée logique, et de la réflexion objective. Tout d'abord, pour rentrer dans le vif du sujet, sachez que bien que le féminisme soit à la base, un mouvement justifié et louable, certaines idées qui en découlent aujourd'hui, ne sont plus du tout animées par l'objectif d'obtenir une égalité entre les femmes et les hommes, sur le plan économique, juridique et sociétal, mais sont plutôt animées par le fait de nier purement et simplement les concepts de masculinité et de féminité. À chaque fois, le même mot est utilisé. On parle généralement du féminisme dans les deux cas, or ce n'est bien sûr absolument pas la même chose. En effet, un des courants de ce mouvement, alimenté par des idées progressistes, vise à annihiler tout type de repères et de limites, qu'ils soient spirituels ou biologiques. Bien que cela soit évidemment la liberté individuelle et personnelle, de chacun à l'âge adulte, influencer toute une génération dans ce sens, à une période où l'on se construit mentalement et physiquement, ne relève plus de la liberté individuelle, mais d'une idéologie ciblée délibérément. Cette dernière est notamment présente au sein des écoles françaises, afin de diriger l'orientation des élèves, et notamment celle des filles, vers un milieu professionnel choisi en amont. De nos jours, il est prouvé et admis scientifiquement que les femmes et les hommes, avec un apprentissage adapté, ont globalement le même potentiel cognitif. Cependant, il demeure tout de même une légère différence globale en ce qui concerne certains tests spécifiques. Les hommes étant un peu plus doués dans les sciences dures, telles que les mathématiques et la géométrie, et les femmes, dans les domaines liés aux sciences sociales et aux langues. De plus, on sait aussi que l'éducation sexuée et les représentations de genre participent en partie à ce phénomène, bien que des différences mineures soient déjà présentes dans le cerveau dès la naissance de manière innée. Par exemple, en ce qui concerne les tests de représentation des formes dans l'espace, si le test est réalisé en expliquant aux enfants qu'il s'agit d'un exercice de dessin, les filles comme les garçons ont globalement les mêmes résultats. En revanche, si l'on spécifie clairement que c'est un test de géométrie, les garçons ont de meilleurs résultats à chaque fois. C'est une forme de prophétie autoréalisatrice. Les filles, émettant l'hypothèse qu'elles sont moins performantes en géométrie, vont inconsciemment avoir des compétences plus faibles. On retrouve le même type de phénomène infligé aux garçons, pour d'autres tests. Donc, la construction du cerveau, et la psychologie des représentations, agissent ensemble en synergie, pour globalement influencer les facultés cognitives de chaque sexe, avec dans tous les cas, un facteur travail qui permet à n'importe quel individu, de performer dans un domaine, qu'il soit une femme ou un homme. Cependant attention, c'est là qu'il manque un chaînon indispensable à cette réflexion. Notez donc cet élément fondamental, exprimer le fait, que globalement, les femmes comme les hommes avec un apprentissage adapté, ont les mêmes capacités cognitives, ne veut pas dire qu'ils auront les mêmes préférences de pratiques cognitives, autrement dit, les mêmes préférences de type de réflexion, et de centre d'intérêt. Là réside toute la subtilité, entre les capacités cognitives potentielles, qui sont plus ou moins égales pour les deux sexes, et la préférence de pratiques cognitives, et de typologie réflexionnelle psychique, qui pour le coup, ne sont absolument pas similaires en ce qui concerne les deux sexes. Je vous invite notamment à lire la grande étude publiée en 2020 par Tim Kaiser, Marco Del Giudice et Tom Booth, qui ont analysé les personnalités de 31 637 personnes dans un certain nombre de pays anglophones et qui démontrent parfaitement que la personnalité des femmes et des hommes est totalement différente. D'autres études, portant sur plus d'1 million de personnes, ont aussi été réalisées dans plus de 50 pays, et arrivent à la même conclusion. Par ailleurs, en France, une énergie colossale, et des financements non négligeables, sont déployés dans les écoles, par le ministère de l'Éducation, afin d'orienter volontairement les jeunes filles dans des domaines liés aux sciences dures, à la mécanique, et à l'ingénierie. La raison à cela,
Il faut que les femmes soient plus comme les hommes, et se dirigent plus vers des métiers qualifiés de masculins, alors seulement, ce faisant, elles seront perçues comme l'égale des hommes. Pourquoi pas? Sauf que cette pensée est un peu biscornue. Ce n'est pas parce qu'on tente de cultiver des navets comme des patates, qu'ils finiront par devenir des pommes de terre. Pourquoi les femmes devraient-elles aller dans des domaines qui les intéressent moins, afin de prouver qu'elles méritent d'être l'égale des hommes? Cela relève presque de la folie, et d'un complexe profond de représentation des sexes. En effet, afin d'effectuer un parallèle, c'est un peu comme si on allouait un budget, et une énergie folle, afin de donner envie aux jeunes hommes d'embrasser la carrière d'infirmier. Aujourd'hui, on sait que 88% des effectifs d'infirmiers sont féminins. Nous sommes dans ce domaine, très très loin de la parité absolue recherchée, pourtant la plupart des gens conviendront qu'il serait vain de mettre des moyens dans un système d'influence visant à attirer des hommes dans ce métier, car cela les intéresse tout simplement moins que les femmes, de par leur nature. Cela n'empêche qu'un homme puisse bien sûr choisir ce domaine, mais influencer volontairement une génération entière, ce n'est pas pareil, et cela relève d'une idéologie malsaine. Alors, vous n'avez pas besoin de me croire sur parole, car l'inefficacité et l'absurdité de cette démarche est déjà démontrée par une étude de grande ampleur menée sur 475 000 personnes dans 67 pays, publiée dans Psychological Science. En effet, au sein des pays scandinaves, qui sont justement un exemple de société égalitaire, et sont les plus libertaires en termes de genre sexué, on observe un paradoxe étonnant. Le paradoxe étant le fait que les pays les plus égalitaires sur le plan du genre sont justement ceux où le moins de femmes décident de se diriger vers une carrière prestigieuse touchant aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques, alors qu'au contraire, on trouve bien plus de femmes qui embrassent ces carrières dans les pays les moins égalitaires. Il y a là un fait surprenant, car la logique égalitariste voudrait que plus on donne de liberté à l'individu, plus on l'arrache à son déterminisme sociologique sexué, hérité du vieux patriarcat, et plus la société serait censée se diriger vers une répartition égalitaire des rôles sociaux. C'est d'ailleurs la logique adoptée actuellement par les institutions françaises. Pourtant, lors de cette étude de grande ampleur, c'est le phénomène inverse qui fut observé. Effectivement, plusieurs hypothèses pour expliquer ce paradoxe furent étudiées par divers observateurs. La première a trait à la théorie de la valeur des attentes, qui suggère que les étudiants déterminent leur choix en matière d'éducation supérieure en fonction de leurs forces relatives. Cette théorie est souvent utilisée pour expliquer la différence entre les choix professionnels des hommes et des femmes. Ainsi, la différence serait expliquée par le fait que les filles choisissent des matières pour lesquelles elles sont relativement plus fortes. En d'autres termes, concrètement, lorsqu'on compare les aptitudes individuelles des élèves dans différents domaines, les filles se sentent plus fortes dans les domaines non liés aux sciences dures, non pas car elles ne peuvent pas performer dans ces secteurs, mais car ce type de réflexion ne les intéresse tout simplement pas. La seconde hypothèse explique en outre que la force de ces différences de choix de carrière est encore plus accrue au sein des sociétés où la volonté de satisfaction à l'égard de la vie est plus élevée. C'est-à-dire dans des pays où l'idée d'avoir une vie professionnelle épanouie l'emporte sur la seule volonté de rendement économique. Ainsi, la logique serait que les étudiants, femmes comme hommes, prennent des décisions d'autant plus motivées par un facteur économique et un potentiel de gain futur lorsqu'ils éprouvent une moins grande volonté à l'égard de la satisfaction de la vie. Donc, dans les sociétés plus riches et plus égalitaires, comme dans les pays scandinaves, les étudiants se sentiraient plus libres de choisir des études basées sur leurs intérêts réels, plutôt que sur des facteurs de motivation économique, comme c'est le cas dans des pays asiatiques par exemple. La France, par son acceptation d'une logique féministe hors de contrôle, cherche donc à rendre les individus moins heureux, ou en tout cas, moins sensibles à l'idée d'épanouissement professionnel, cela afin d'obtenir des chiffres plus équilibrés lors des calculs de quotas que fixe une idéologie minoritaire et maladive. Si seulement, les femmes et les hommes se rendaient compte du ridicule de cette logique d'égalitarisme extrême, alors peut-être pourraient-ils renouer avec leur caractère sexué et leur fondement identitaire propre.
Pourtant, à la base, le féminisme est un mouvement totalement louable, et je dirais même qu'il doit être légitime et naturel, car les femmes, tout comme les hommes, dans une société moderne et technologique, doivent pouvoir en fonction de leurs choix propres, accéder aux domaines qui les intéressent, quels qu'ils soient, et ne plus subir une construction sociale qui n'est plus nécessaire. Cependant, cette erreur malencontreuse d'anéantissement des concepts de féminité et de masculinité qui sont des caractères ne découlant pas du hasard, je dois vous le dire, a tendance à dénaturer ce combat digne. En effet, l'aspect extrême de ce mouvement, qui revient à dire que les femmes doivent être considérées comme des hommes, c'est-à-dire que les individus de sexe féminin doivent être considérés comme des individus de sexe masculin, et se doivent d'être appréhendés tout comme s'ils étaient des hommes, ne sert pas la cause en réalité. Effectivement, les femmes ne seront jamais des hommes. Il y a là une erreur de compréhension. Nous sommes tous des êtres humains, et les femmes à ce titre, doivent être considérés comme des êtres humains à part entière, et donc être l'égal des hommes sur le plan de l'humanité, mais non pas être leur égal sur le plan du genre, car les femmes sont bien encore des femmes et non des hommes. D'autre part, les hommes sont des hommes, et non pas des femmes. Si cette phrase résonne difficilement dans votre esprit, vous devez avoir un conflit intérieur à résoudre, je le crains fortement. Les deux sexes sont des êtres humains, leur condition égalitaire doit les conduire à se retrouver la balle au centre, en tant qu'humanité, mais non pas uniquement du côté des hommes comme c'est le cas dans le domaine professionnel, ni uniquement du côté des femmes, comme c'est le cas à travers une vision de la sensibilité universelle par exemple. Par ailleurs, les différences de comportement entre les sexes ne pourront pas s'effacer, quels que soient les quotas que l'on fixe, et cela, quel que soit le domaine. L'idéologie féministe saine devrait avoir pour base la considération universelle, d'hommes comme femmes, en êtres humains égaux en droits, en devoirs, en choix, en possibilités, et évidemment en salaire, où les plus méritants, et agiles dans un domaine quel qu'il soit, pourront alors occuper tel ou tel poste, sans considération de sexe, et donc, sans comptabiliser la représentation de ces derniers. Pour finir, n'oubliez pas. Si les hommes et les femmes demeurent différents depuis l'apparition de l'humanité, c'est peut-être, car la nature les a tout simplement rendus complémentaires. Vouloir gommer cette complémentarité, c'est vouloir détruire ce qui fait leur force.